sont plus de 18 000. Les Congolais réfugiés dans le camp de Kigeme au Rwanda, ils réclament à présent leur rapatriement. Et selon le président de ce camp de réfugiés, l'assistance humanitaire est insuffisante et leurs conditions de vie de plus en plus intenables. En vue de faciliter leur retour, ces réfugiés demandent l'implication du gouvernement congolais et de la communauté internationale. Ils sont 18 400 réfugiés dans le camp de Kigeme, situé dans le district de Nyamagabe, au sud du Rwanda. Ces Congolais avaient fui les violents affrontements qui avaient opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et l'ancienne rébellion du M23 dans le Nord Kivu fin 2013. Eugène Boutourou, président de ce camp de réfugiés, qualifie d'atroce la situation qu'ils traversent dans ce camp rwandais. Nous prenons les graines de maïs de 12 kg par personne et par mois. Le fait de vivre avec 12 kg, c'est un problème très sérieux. Les enfants sont victimes de malnutrition, de mauvaise vie. Les enfants de ces réfugiés ne sont admis qu'à l'école primaire et dans les 4 premières années de l'école secondaire et pas au-delà. Eugène Boutourou plaide pour ce faire auprès du gouvernement et de la communauté internationale à faciliter leur retour dans leur milieu d'origine. Le M23 aujourd'hui n'existe plus. Notre gouvernement pouvait penser à d'autres manières pour nous ramener chez nous. Par contre, il y a un renforcement des camps des réfugiés. On se pose la question jusqu'à quand ce phénomène prendra fin. De son côté, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, affirme avoir adressé une correspondance à la Commission nationale pour les réfugiés dans le but d'organiser le retour de tous les réfugiés congolais au pays. Revenons à Kinshasa, la paix et la sécurité ont fait l'objet d'un entretien entre le coordonnateur national du mécanisme national de suivi et la délégation du conseil d'administration de la Banque africaine de développement en séjour à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette délégation a émis le vœu de voir une paix durable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, gage du développement. Il est un peu plus de 14 heures à Kinshasa quand la délégation de la Banque africaine de développement arrive au bureau du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, à structure qui, en RDC, veille au respect des engagements souscrits par 11 pays le 24 février 2013 dans la capitale éthiopienne. Les échanges durent près d'une heure. On souhaitait aussi avoir un contact avec le mécanisme de coordination du suivi et son président pour parler du sujet sans lequel tout le reste n'est pas possible, à savoir la paix durable dans le pays. Avec des moyens financiers additionnels, il y a des fonds spéciaux qui sont liés à la fragilité et dont la RDC va bénéficier. Mais c'est aussi, au-delà de l'argent, réfléchir à ce qu'on peut faire sur un terrain qui est le terrain du développement, qui n'est pas le terrain ni de l'armée, ni de la politique. Les questions économiques ont certes été évoquées, mais on a aussi parlé de la sécurité et sans laquelle aucun développement n'est possible. Nous sommes sortis de la guerre chaude, nous sommes en train de nettoyer les autres forces négatives. Nous avons compris et nous sommes conscients du fait que l'agenda des Congolais, c'est le social, l'emploi et l'économie d'une manière générale, mais l'agenda au niveau régional pour que cette paix, cette stabilisation devienne effective. C'est aussi les questions économiques, que le reste du monde nous attend aussi là-dessus. La Banque africaine de développement a salué les progrès indéniables réalisés par le mécanisme national des suivis un an après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Changeons de cap, problématique de construction du Grand Tinga, facteur de développement de la RDC et de l'Afrique, mythe ou réalité, tel est le thème exploité par le ministre des Ressources hydrauliques Bruno Kapingi à la conférence débat organisée ce vendredi par les étudiants de l'université protestante au Congo. Ces derniers voudraient comprendre les contours de ce projet très ambitieux, mais qui parfois divise pendant près de 3 heures d'échanges scientifiques. Toutes les zones d'ombre ont été éclairées. C'est dans cet auditoire plein de 3e graduat économie de l'université protestante au Congo que s'est ouverte cette conférence débat sur le Grand Inga. Un projet pharaonique qui continue à susciter controverses et débats dans l'opinion. Image à l'appui, le ministre des Ressources hydrauliques a décrit d'abord le contexte dans lequel est né ce projet
Précisons qu'avec 9% d'accès à l'énergie, Grand Inga apporterait une solution au Congo, mais aussi à l'Afrique tout entière grâce à sa capacité estimée à 4800 MW. Un projet pour lequel certaines organisations non gouvernementales manifestaient déjà leur inquiétude sur son impact environnemental. Pourtant, il est important de noter son apport socio-économique, a rassuré les ministres. Par rapport à la réalité sur le terrain, les impacts environnementaux sont faibles et les études l'ont démontré. L'intérêt national, c'est que ce projet va contribuer à créer de nouvelles entreprises, de nouvelles industries, de nouveaux emplois, créer la croissance. C'est ça l'intérêt national. Pour que le projet soit rentable, bancable, il faut vendre sur les 4800, 2500. 12 milliards de dollars, c'est le coût global du projet Grand Inga, qui pourra générer 7000 emplois. Des structures d'exécution sont déjà mises en place. Il sera un facteur majeur et irréversible du développement économique et culturel de la RDC, espèrent les autorités congolaises. Un rêve qui commence à prendre corps. Je vous l'annonçais en titre, les choses se précisent pour ce qui est de la construction du barrage Inga 3. Les travaux débuteront fin 2016 selon la Banque mondiale, dont le conseil d'administration devrait valider d'ici ce 20 mars un don de 73 millions de dollars américains en faveur du développement de ce projet. Inga 3 a été ressuscité par la promesse faite par l'Afrique du Sud d'acheter plus de la moitié de la production du futur barrage, soit 2500 MW. Il faudra attendre 5 ans pour que cette centrale hydroélectrique soit opérationnelle. Et puis après le 17e sommet du COMESA tenu à Kinshasa, l'heure est à la mise en application des recommandations retenues. C'est l'objet de l'entretien ce vendredi entre le secrétaire général du COMESA et le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Plusieurs questions ont été abordées, notamment l'industrialisation de la sous-région, la rationalité de toutes les activités, les ressources minières, les petites et moyennes entreprises et la sécurité dans la région des Grands Lacs. We discussed, first of all, I congratulated. J'ai sollicité des orientations et des conseils du président du conseil des ministres du COMESA pour les restes du temps que nous allons passer ensemble à travailler. Une des priorités que nous avons discutées avec le président du conseil, c'est l'industrialisation de notre sous-région. Cette industrialisation passe aussi par la transformation économique et notamment sur la valorisation de nos ressources minières. Dans le cadre de la vision minière de l'Afrique, essayer de pouvoir rationaliser toutes ces activités. Une autre priorité, c'est de travailler sur les jeunes et les femmes entrepreneurs. Évidemment, l'autre priorité, c'est paix et sécurité. Parce que sans la paix, sans la sécurité, eh bien, il sera difficile de pouvoir engager une quelconque action. Donc ça, c'est en tout cas un autre pilier des actions que nous allons mener. Je peux le dire, et je le répéterai, que c'est le plus grand sommet qui a été réussi depuis 1998 à ce jour. Dans le cadre de la célébration du mois de la femme en République démocratique du Congo, une matinée politique a été organisée ce vendredi par la majorité présidentielle à l'intention des femmes congolaises. Objectif, sensibiliser les femmes, surtout pendant cette période préélectorale en RDC. Nous avions estimé, le secrétaire général de la majorité, qu'il était indiqué que ces mamans de notre plateforme puissent se retrouver en ce mois de la femme, je le répète, afin de réfléchir sur les questions de la femme. C'est le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, qui a donné le go de ces assises organisées à l'honneur des femmes de cette plateforme. L'année 2014, ce sera une année préparatoire à toutes les échéances électorales. Et donc, nous devons les préparer avec nos mamans dès maintenant. Voilà pourquoi nous avons organisé une première réunion, il y en aura davantage.
Une façon pour ce regroupement de sensibiliser les femmes sur le rôle qu'elles doivent jouer au sein des partis politiques, surtout pendant cette période préélectorale en République démocratique du Congo. Il y a l'intervenante, Madame Tchombe, qui a vraiment beaucoup parlé de la femme. J'encourage les femmes à pouvoir voter aussi pour les femmes. La matinée était à la fois une séance pédagogique qui aura permis aux femmes de toute tendance de la majorité présidentielle de faire aussi un plaidoyer pour l'égalité de sexe. Quand le président Minaku a donné son mot d'entrée, il a d'emblée dit que c'est un espace d'échange des femmes de la majorité présidentielle pour voir les stratégies, comment matérialiser la volonté du chef de l'État pour les élections à venir à la représentation des 30%. L'émergence de la femme dans la société, c'est le but poursuivi par la majorité présidentielle. Elles y sont le plus nombreuses que les hommes, mais toujours moins influentes. L'heure a donc sonné pour corriger cette dénivellation. Et puis en province, la cité de Lusambo, chef-lieu du Sankourou, a été la 3e étape de la tournée du sénateur Cheo Kitundu en vacances parlementaires. L'accueil lui réservé et à la délégation de la Robank en mission d'exploration au centre du pays a été très chaleureux et toutes les forces vives de Lusambo se sont réjouies du projet de l'implantation de cette banque commerciale chez elle. Fabien Lumbala et Dan Landoussine, ce reportage. Rivière Sankourou. Le long de cette rivière est tracée une piste qui reçoit occasionnellement des avions petits porteurs. Vacances parlementaires oblige, le sénateur Cheo Kitundu revient à la base pour rendre compte. La mobilisation est impressionnante de l'aérodrome au centre de la cité, 8 km de parcours. La joie des retrouvailles est à son comble, surtout que l'élu des élus conduit une importante délégation de la haute direction de la Rabobank. Objectif, étudier la faisabilité de son implantation locale. Autorités politico-administratives, militaires et tous les chefs coutumiers et gardiens des traditions ancestrales, tout le monde est là pour saluer le représentant au Sénat et ses invités de marque. Ils sont informés que la Rabobank est une grande banque commerciale de la République aujourd'hui à la conquête du Congo profond. Le regard prospectif de son administrateur délégué en dit plus. De la résidence du commissaire de district à la place du rassemblement, le passage du sénateur est bloqué par les étudiants qui veulent lui confier leurs desiderata. Après, ce sont des différentes adresses devant une foule impressionnante. Parmi les revendications qui m'ont été faites à l'époque, en 2008, je crois que le représentant de la force vive a rappelé tout à l'heure. Il manquait une chose, n'est-ce pas? Il fallait un établissement bancaire à Lusambo, n'est-ce pas? Pour quelle raison? C'est pour justement que chaque fonctionnaire qui touche son salaire reçoive l'intégralité de son salaire, n'est-ce pas? Celui que les populations de Lusambo ont affectueusement surnommé Moïse a déjà, au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabange, posé des actes concrets en faveur de ces territoires. L'Obac sur la rivière Sankourou, un générateur de grande capacité remis à la Régie des eaux pour desservir la population en eau potable et les matériels de la radiodiffusion pour la RTNC locale. Débuté depuis lundi à l'hôpital de la Gécamine Sud dans la province du Katanga, le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi, a confirmé son soutien à l'opération Smaël. Il a signifié au cours d'une audience accordée à la délégation de la Fondation Gertler. Peu avant, le chef de l'exécutif provincial avait reçu dans sa résidence privée de Lofoi une délégation conduite par l'ambassadeur russe en RDC, Laetitia Massimango. Voici le bloc opératoire de l'hôpital Saint-Doué, revêtu de sa plus belle robe. Il est composé de 10 salles, dont 5 d'opération, des salles d'observation, une des médecins, une autre des stérilisations, une des climatisations et bien d'autres, une rénovation financée par la Fondation Famille Gertler. Le bloc opératoire de l'hôpital Saint-Doué, il y a tout un bâtiment, un niveau, il y a 5 salles d'opération qui sont entièrement réfectionnées, entièrement équipées, et vous allez avoir les meilleures salles d'opération de toute l'Afrique centrale. Et ça, c'est grâce à la Fondation Famille Gertler,
avec ses partenaires. Abandonné à son triste sort il y a quelques années, c'est depuis près de 4 mois que s'effectuent les travaux dans cet hospice sanitaire. Il sera inauguré dans 1 mois. Avant le bloc opératoire, c'était une catastrophe. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est comme en Europe, c'est comme en Italie. Des soins de santé de qualité